Merci d'être avec nous. Nous recevons, pendant que nous parlons, les images de Vladimir Poutine dans la région de Koursk, alors même que l'armée ukrainienne elle-même prend acte du fait qu'elle recule dans cette région. On va suivre cette actualité qui se fait sous nos yeux avec vous, Vladimir Fedorovski. Vous signez aux éditions Ballant Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire. Trump-Poutine... Explosif, mais pas tout de suite. C'est le mois prochain quand même. Absolument. Et effectivement, ce dialogue a lieu. Et c'est un dialogue fort. Il y a une espèce de bras de fer qui a lieu en ce moment entre Trump et Poutine. On va essayer de le comprendre avec vous. D'abord, les images. Expliquons bien les images que l'on voit ici. On est donc dans la région de Koursk, qu'on comprenne bien. On est dans la Fédération de Russie. Poutine en habit militaire, suivi de Gerasimov. Dites un mot d'abord de cette scène. Quel est le message, selon vous, qu'envoie Poutine, cette première apparition depuis le cessez-le-feu, la proposition de cessez-le-feu? Tout d'abord, c'est un message à la Russie. Vous savez que j'ai prédit dans le livre précédent, dans les dernières pages, vous vous souvenez, comment va ça se passer. Ça se passe exactement comme notre affaire de Prigojine. J'ai prédit que ça va se passer comme ça, et ça se passe comme ça. C'est un message maintenant pour la population. Il faut comprendre que la population regardait ça avec effroi autrefois. C'est la première fois que ça se passe sur le territoire de la Russie depuis les nazis. Vous comprenez, avec l'effroi, mais Poutine, il a dit « je vais gérer ça, ne vous inquiétez pas, je vais gérer et dans quelques mois, tout sera plié ». Maintenant, il vient avec ce message pour la population. J'ai regardé, puisque comment ils vont réagir les Russes, il y a un élan assez étonnant, patriotique. Il y a les queues pour les volontaires. Je pense qu'ils vont remplir le plan pour les volontaires, pour aller à l'armée, puisqu'ils payent, vous comprenez, les volontaires, ils ont un autre système de recrutement. Quand les volontaires viennent là-bas, il y a un élan vers ça. Je pense que Poutine, en dehors de ce message, disons, pour la population, que ça se réalise comme ça, il a aussi un message pour les Américains. Il faut dire que, je vous ai souvent dit, encore une fois, c'est pas vous, mais souvent vos collègues, ils prenaient leur désir pour la réalité. On a sous-estimé l'avancée russe. Et tout était vu dans l'espace. Je vous ai dit plusieurs fois, regardez ça. Regardez comment ça se passe dans la région de Donbass. Il y a l'avancement, ça change la donne sur le plan militaire. Ici, le calendrier n'est pas indifférent parce que, très visiblement, il y a eu l'arrêt du renseignement américain qui a servi, semble-t-il, l'armée russe dans cette région de Koursk. Les Américains aidaient les Ukrainiens, l'aide s'est arrêtée. Ça peut-être... Ça, Darius, je ne vous cache pas, ce n'est pas mon avis. Vous reprenez le narratif qui est surtout dans le milieu démocrate, que c'est Trump est fautif, ça. L'avancement était tout à fait planifié, et après, il y avait cette opération assez spectaculaire qu'on a, au début, même moi, j'ai sous-estimé. Je ne vous cache pas, parce que je fais le reproche par rapport au mainstream ici occidental, mais moi, j'ai pensé que c'est juste une petite avancée dans le tunnel, vous comprenez, dans les pipelines. C'était tout à fait significatif, inattendu, ça change la donne dans plusieurs points chauds, comme je ne voudrais pas vous citer, sombrer avec les noms ukrainiens, mais quand même ça change la donne. Au plan militaire, il y a un autre aspect qu'on a sous-estimé, je tiens à vous donner quand même les éléments de réflexion. Vous savez, je pense qu'on sous-estime l'arrivée massive d'Oreshnik dans 3 mois. Oreshnik, vous savez, cette fusée qui a été expérimentée la première fois, mais sa puissance comparable avec la puissance nucléaire sans contamination nucléaire. Et ça, c'est Poutine, il développe ce message à l'intention des Occidentaux, et je pense à l'intention de Trump, vous avez raison. En tout cas, Trump joue, Trump est à la manœuvre. Va-t-il réussir ou non? Il a réussi un premier coup à Jeddah hier. La suite s'écrit maintenant. On apprend que dans les heures qui viennent, sans doute, et vous nous en parlerez, les émissaires américains se rendront à Moscou. Écoutez de quelle façon il affiche sa fermeté à l'égard, cette fois, des Russes. La Russie, rappelez-vous, a pris la Géorgie de Bush. Elle a pris la Géorgie à Bush
Elle a pris la Crimée à quelqu'un qui s'appelait Barack Hussein Obama. Et ils essaient de prendre toute l'Ukraine, ils ont essayé de prendre toute l'Ukraine à Biden. À qui n'ont-ils jamais rien pris? C'est à Trump. Je suis celui qui a arrêté Nord Stream 2, le plus grand pipeline du monde. C'est moi qui l'ai tué et Biden l'a approuvé. Ce que j'ai fait à la Russie, j'ai été très très dur avec la Russie. Personne n'a été aussi dur avec la Russie que moi. Mais moi, ils ne m'ont jamais rien pris. Vladimir Fedorovski, quel moment, hein. Trump, on a tellement dit, Trump est un agent russe, Trump est payé par les Russes, il y a un compromat de Trump, etc. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on en a parlé? C'était amusant quand on a eu cet échange-là. Et je vous ai dit, ces dernières heures encore. Attendez, je vous ai prévenu sur ça. Aujourd'hui, le chaud et le froid, c'est du Trump. Du Trump, pour moi, c'est du pain béni, franchement. C'est pour ça que je regarde ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous croyez que ça peut être une fermeté réelle? Il dit beaucoup de vérité, notamment quand il dit que Nord Stream, c'est lui qui a dit effectivement aux Allemands, vous faites une erreur, vous vous mettez dans la main des Russes. Il a été courageux dans l'affaire de Nord Stream contre les Russes, par exemple. D'autant plus qu'il mène en sourdine maintenant la négociation pour vendre Nord Stream. Voilà. Alors ça, c'est une chose, c'est les intérêts. Mainstream. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il est sincère quand il dit c'est sa méthode? C'est sa méthode. Mais vous vous souvenez, je vous ai raconté, j'ai travaillé pendant la négociation avec Reagan. J'ai connu Reagan et j'ai beaucoup apprécié, puisque Reagan n'a jamais menti avec les choses. La différence par rapport à la période récente, j'étais humilié par une chose. Vous savez, on a perdu les contacts. Pourquoi c'était si grave? Pendant la guerre froide, au pire moment de la guerre froide, on m'a maintenu les contacts. Moi, j'ai servi aussi pour ça. Et il faut dire que d'un coup, Trump a rétabli le contact. Là, ces dernières heures, les chefs des services se parlent. Exactement, on n'a pas assez dit dans mainstream ici. Aujourd'hui, ils parlent. Il y a ce personnage extraordinaire, je regarde depuis longtemps, Witkoff. Il négocie ça avec sa manière. L'émissaire, c'est l'émissaire du Proche-Orient, mais le vrai émissaire sur l'Ukraine, c'est lui. Et en face de lui, je voudrais bien que cette fois-ci, on retient son nom. Son nom, c'est Cyril Dmitriev, c'est la jeune génération. Ils ont les ouvertures sur le plan économique, ils travaillent autrement les choses et ils préparent la conversation. Vous avez dit conversation demain, d'après mes informations, ce sera demain entre Poutine et Trump, et je pense que ce sera encore une fois pas seulement les coups de fil, ce sera comme la première fois, des longues conversations, des longues négociations déjà au téléphone, et après entrera en jeu Witkoff, et puis mon condisciple autrefois, en guillemot, c'est Lavrov qui était pas mal aussi. Vladimir Fedorovski, est-ce que vous retrouvez vos fondamentaux? On a tellement dit, il y a des diplomates, il y a beaucoup de diplomates américains qui connaissent bien la Russie, qui parlent russe, qui connaissent les Russes. Vous les avez connus à l'époque, alors le temps a passé. Est-ce que cette administration américaine, même sous le vernis Trump qui est tellement différent, est-ce qu'elle est efficace? Pour l'instant, c'est plutôt efficace. Mais je vais vous dire, la base de ça, c'est assez étonnant. On disait n'importe quoi à l'agent. Vous savez, je vais vous dire, sur l'agent, je tiens à vous dire, les Américains ont acheté le fichier traitant de tous les agents américains. Il était questionné par le procureur américain sur Trump. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et il a dit c'est pas vrai du tout. Mais en revanche, il faut dire que chez les Américains, il y a les gens qui sont très portés sur la nécessité d'arrêter cette guerre, d'établir les priorités. La priorité pour eux, c'est maintenant la Chine, et en partie aussi le Proche-Orient. Il y a des choses faciles qui vont commencer. Vous savez, ils ont établi aussi les priorités de la négociation. Ils ont commencé à ouvrir les ambassades, de commencer à travailler les ambassades américaines à Moscou et réciproquement à Washington. Les Russes, normalement, ils ont mené ça, Istanbul s'est déjà plié. Maintenant, ils mènent des négociations, je vous donne l'élément. Ils donnent des négociations très intéressantes sur le Proche-Orient, sur l'Iran. C'est assez étonnant. Les Russes parlent sur l'Iran. Ils ont commencé à parler sur les armes stratégiques, mais maintenant le dossier le plus brûlant, c'est quand même l'Ukraine. Et là, c'est très intéressant. Est-ce que Poutine, il va donner... Moi, j'ai le sentiment qu'il va faire l'ouverture vers Trump, puisqu'il voudrait saisir, malgré le fait que dans l'armée, il a devant la situation difficile. Pourquoi il est allé sur place? Parce qu'il fallait aussi
prendre le pouls de l'armée. Pourquoi prend-il ce temps, Vladimir Fedorovski? On peut revoir les images. Là, il est en habit militaire, il se met en scène dans cette région. Bon, on attend toujours la réponse formelle de la Russie. Pour l'instant, ils ont dit on discute, on va discuter de ça, mais il n'y a toujours pas de réponse formelle si ce plan leur convient ou non. Je vais vous dire, vous connaissez comment ça s'est passé avec le Corée. La veille de l'arrêt, il y a toujours l'avancement des deux côtés. Et l'avance des Russes est spectaculaire. La situation hier, là-bas, dans la région de Koursk, et la situation d'aujourd'hui, c'est deux situations différentes. Mais on n'a pas répondu. Pourquoi cette attente? Pourquoi jouent-ils Parce qu'ils avancent, les Russes. Il y a banalement l'avance des Russes dans plusieurs régions. Encore une fois, je recommande vraiment aux gens qui nous regardent, tous les jours, on peut voir ça dans l'espace. Ils projettent ça sur l'Internet et c'est comme ça. C'est-à-dire, je pense qu'il veut avoir plus maintenant d'avancement des forces russes et aussi il faut gérer les désirata de l'armée parce que détrompez-vous, dans l'armée les gens sont remontés, cet élan patriotique dont je vous ai parlé c'est surtout dans l'armée. Vous voulez dire qu'il y aura des résistences à un cessez-le-feu chez évidemment, dans l'armée ils disent mais attendez, on a attendu, on a perdu des hommes, maintenant nous sommes en train de gagner, vous allez nous refaire, il utilise un mot très péjoratif de Govorniak, c'est-à-dire les petits accords de rien du tout dans le style de Minsk qui n'était pas du tout préférable. Pour nous, c'est inacceptable, mais Poutine, il joue ça d'une manière assez pondérée. Jusqu'où peut aller le cadeau, disons, politique, symbolique de Trump à Poutine? Il y a des informations du Moscow Times, notamment, et beaucoup d'autres sources, sur une possible rencontre vers la Pâque orthodoxe. Évidemment, on se rappelle que Trump lui-même avait envisagé d'aller pour le 9 mai, le jour de la victoire, sur la place rouge. Si c'était le cas, ce serait évidemment pour Poutine un coup immense. Je pense que la Pâque orthodoxe est encore mieux. Pour vous dire, en vieux diplomate. Parce que Dieu sait que vous connaissez le rôle de ma famille dans la lutte contre les nazis, mais le pape orthodoxe souligne quelque chose que les gens sous-estiment. La vraie affinité entre Musk, Trump, la compagnie gendre de Musk, c'est l'affinité autour des valeurs chrétiennes. Vous comprenez? C'est une chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Au-delà des choses de la diplomatie, il y a quelque chose de très profond. Ils sont sur la même longueur d'onde, utilisons le mot qui est cher aujourd'hui à beaucoup de gens en Europe, les mêmes valeurs. Parce qu'ils partagent les valeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un début d'international? Le président de la République avait parlé d'international réactionnaire, on peut dire international conservatrice, que chacun utilisera les mots qu'il veut, mais en réalité qu'au-delà des intérêts, vous avez parlé Chine, etc., mais au-delà des intérêts entre Vance, Trump, Poutine, il y a une forme de sympathie, même d'idées. Évidemment, ça c'est absolument incontestable. Vous savez, quand on se concentre sur l'écume du jour, les travaux souterrains, j'adore, c'est mon pain béni, mais quand même, la vraie affinité, c'est une affinité idéologique. Et je pense que sous-estimer ça, c'est tout à fait... on peut utiliser les mots qu'on veut, mais simplement l'affinité idéologique, ça joue. Ça, c'était tout à fait... C'est un point très important. Absolument. Vraiment. Et ça a sauté aux yeux... Vous savez, je vais vous dire, ça a sauté aux yeux pendant cette affaire rocambolesque, surréaliste, quand il y avait cet échange entre Zelensky et Vance. C'était assez étonnant. Au-delà des mots que Zelensky a prononcés en russe, s'il vous plaît, très péjoratif, il y avait confrontation des idées qui étaient sensibles cette connivence, et aussi entre les habits. Dites, cette connivence très quasi de fibre, n'est-ce pas? On se faisait la réflexion sur ce plateau il y a quelques jours, si on imagine un dîner où il y a Trump, Poutine, Vance, sans doute s'entendraient-ils mieux ces hommes-là qu'avec un Trudeau, qu'avec une Madame von der Leyen. Leur humour, leur vision du monde, leur conservatisme, qu'on soit d'accord ou non avec eux, peu importe. Vous savez, réalité, je vais vous dire, il faut proximité. rajouter à ça une chose qui m'est chère comme sur le plan littéraire. Vous comprenez, par exemple, dans le cas de Vance, c'est un grand lecteur. C'est un grand lecteur de la littérature, catholique, catholique au-delà, augustinien. Voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui
qui ne méprise pas, mais je ne parle pas de Vitkine, lui, il est plongé dans ce milieu, comme je vous ai décrit la dernière fois, c'est un milieu des gens qui connaissent vraiment des grands auteurs russes, qui apprécient la Russie, qui n'ont aucune espèce de mépris pour la civilisation russe. Et je pense que Poutine, moi Dieu sait que j'ai fait vraiment 6 livres sur lui, je connais la bête par cœur. Poutine, il est très sensible sur ça. Et je me demande si Trump, avec son habileté, il ne va pas utiliser cet aspect de Poutine pour avancer vers les négociations. Quand je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, c'est assez intéressant, le chaud et le froid. Est-ce que ça vous rend triste ? Est-ce que ça vous rend triste pour l'Europe ? Tout ça s'éloigne un peu de l'Europe. Vous êtes là, le prototype du diplomate soviétique libéral, vous avez voulu le changement. Attendez, moi j'étais cofondateur du premier parti démocratique en Russie. C'est ce que je vous dis. Porte-parole de ça. Non, attendez. Aujourd'hui, je finis ma question, Vladimir Fedorovski. Là, on voit que c'est pas du tout ça. C'est une autre Occident. C'est un Occident américain et pas tellement européen qui est en train de lier avec les Russes. Attendez, ça je suis vraiment dans le désarroi. Parce que vous savez, toute ma vie, j'ai consacré à une chose. Tout d'abord, j'ai consacré ça à la fin de la guerre froide. J'ai consacré ça à la liberté en Russie. J'étais porte-parole des antiputschistes contre le putsch du KGB, d'ailleurs, etc., en 91. Mais après, j'ai construit. Vous savez, vous nous avez vu avec Védrine. Pourquoi on a tant d'affinités parce qu'on a travaillé sur la sortie de la guerre froide. Et je souhaite beaucoup. Vraiment, et vous savez, je comprends tout à fait, d'ailleurs, la démarche de la prudence, la démarche de la nécessité vraiment de dissuasion, mais je pense que dans cette affaire de dissuasion, l'Europe peut rajouter un aspect très important pour moi. Il y a une grande tradition, vraiment, de l'affinité qui est dans le cœur des Russes, entre l'Europe et la Russie, c'est-à-dire, c'est pour ça que je publie ce livre sur Ivan le Terrible, parce qu'Ivan le Terrible, il dit « oubliez ces gens-là, il n'y a rien à faire, il faut faire avec la Chine ». Et mon message, je suis continuateur d'un grand tsar, qui est Pierre le Grand, c'est le symbole de l'affinité entre la Russie et l'Europe, et j'espère que ça va triompher. Tôt ou tard, on va revenir à notre grande époque quand on a construit la maison commune. Vladimir Fedorovski, quand on regarde la carte de l'Europe, le nouveau rideau de fer, on prenons une carte de l'Europe et on a essayé de dessiner comme ça, là, au stylo rouge ou au stylo bleu, la ligne. À l'époque où vous étiez, vous, en Union soviétique, la ligne était beaucoup plus à l'ouest. Aujourd'hui, regardez, si elle s'est déplacée beaucoup plus à l'est, mais le président de la République dit qu'il y a une menace existentielle pour l'Europe, pas seulement pour l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, je vais vous dire, dans le contexte actuel, mais là, Dieu sait que, vous vous souvenez, j'ai souvent soutenu le président de la République quand il était un négociateur, et pour arrêter ça le plus rapidement possible. Pour la menace existentielle, je tiens à être très pointu. Poutine, c'est quelqu'un de très pragmatique. Il prend en compte la réalité de la situation. Il y a l'article 5 de l'OTAN. Il ne va jamais transgresser l'article 5 pour provoquer la guerre mondiale et les réactions de l'Occident. Alors, sans aller jusqu'à l'OTAN, sur ce plan-là, il y a la Moldavie, il y a la Géorgie. Oui, bien sûr. Il a réussi à avaler la Crimée. Elle est toujours ukrainienne, mais enfin, ça fait 11 ans que ça dure. Bon, il y aura des négociations, d'ailleurs, sur le terrain. Vous savez, Dieu sait que... Est-ce que sa logique sera quand même d'avancer tant qu'il peut, dès qu'il y a une occasion de la saisir ? Je ne crois pas. Je pense que s'il y a l'accord, que je souhaite maintenant, l'accord dans le style un peu vous savez que je suis partisan de l'accord dans le style de neutralité de l'Autriche. Je suis partisan de l'entrée de l'Ukraine avec les garanties nécessaires sur la sécurité. Et dans ce cas-là, ce sera une nouvelle configuration. Et après, il faudra se déployer parce que on a poussé la Russie dans le bras de la Chine. On a dit que la Russie doit oublier l'Europe. Il faudra petit à petit renouer les contacts. Et je souhaite tellement que la France joue son rôle sur ce plan-là avec une grande tradition francophile que je suis. Oui. Vous avez eu l'expérience, arrêtons-nous un instant à ça, vous avez eu l'expérience personnelle des rapports avec les Américains. Quand on regarde l'histoire, il y a eu Kennedy-Khrouchtchev, il y a eu Nixon et Brejnev, il y a eu Gorbatchev et Reagan.
Qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui ressemble aujourd'hui dans cette espèce de bras de fer amical? Ils vont très loin aussi dans les signes d'amitié entre Poutine et Trump. Je vais vous dire, pour Kennedy, je n'étais pas présent, mais je pense que le message de Kennedy qui doit nous rattraper, c'est la compréhension dans la guerre qui nous attend, il n'y aura pas ni vainqueur ni vaincu. La compréhension des gens que l'alternative est là. Après, il y avait les périodes qui ont été très propices, et d'ailleurs les périodes très nécessaires pour la Russie, parce qu'on a parlé une fois de la démocratie en Russie. Pourquoi on a réussi autrefois de changer la donne à ma grande époque? Parce qu'il y avait la détente. La détente contribue à la propagation des idées démocratiques. Pour Gorbatchev, c'est une très longue histoire que je vous ai racontée, mais sinon, vous pouvez lire ça en détail dans le dernier livre que vous avez lu, c'est-à-dire des dialogues entre Staline et Poutine, qui est en train, qui marche des tonnerres ici, mais surtout dans le futur livre, Trump, Poutine, et ses dialogues avec l'histoire et Ivan le Terrible. Le caractère de Trump, comment est-ce qu'il est vu par les Russes? Trump, on va en parler, on va ouvrir la discussion dans quelques instants avec le général Desportes, Louis Sarkozy, Samantha de Bendern, avec Valérie Faure-Muntian et beaucoup d'autres invités, Emmanuel De Villiers. On entendra les deux avis, les pro-Trump, les moyennement pro-Trump, les très anti-Trump. Non, ici, sur le plateau, ils sont tous anti-Trump, quand même. Quand même. Il y a Emmanuel De Villiers qui est très pro-Trump, par exemple. Il y a tous les avis. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous êtes, vous? Quand même. Non, je suis combattant de la liberté. J'ai aucune espèce francophile de la liberté. Et il y a une autre chose. Vous me connaissez suffisamment. Je suis profondément francophile. En ce qui concerne Trump, c'est très amusant pour regarder ça. Dans cette affaire, je vais vous dire pourquoi j'étais assez impressionné par leur performance des négociations à Jeddah et maintenant par ces coups de fil intéressants. Je me retrouve avec ma jeunesse de l'époque, quelqu'un que j'ai bien connu. C'est les méthodes, il calque les méthodes de Kissinger. Le chaud et froid d'une part, et d'autre part, il y a quelque chose d'intéressant de jouer la diplomatie personnelle. Je suis certain que dans les heures qui viennent, qui seront décisives pour l'évolution du monde, on verra quelque chose de tout à fait étonnant, notamment dans la conversation de demain que je vous annonce. Merci beaucoup. Et vous verrez que la discussion est très ouverte. Vous nous prenez pour des bien-pensants ou des mal-pensants, je ne sais pas, vous croyez qu'on a... Non, Darius, on se connaît depuis plus de 30 ans. J'apprécie c'est pour ça que je viens. Vous allez voir, j'apprécie non seulement esthétiquement, j'apprécie. Je vous ai dit que le vert m'impressionne. C'est pour la Saint-Patrick et les Irlandais, parce qu'il est beaucoup question d'Irlandais ce soir. Vous rappelez le rôle des Saoudiens dans ça. C'est plutôt les Irlandais en l'occurrence, puisqu'on va parler d'Irlande. Merci beaucoup. Je rejoins l'autre plateau et à ce débat